Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent ce matin avec nous à ce webinaire. Laissez-moi me présenter. Je me présente. Moi, je suis Sylvain Fontaine, spécialiste technique en pré-vente au niveau des produits de sécurité Microsoft chez IT Cloud. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, bienvenue tout le monde à ce webinaire et bienvenue à cette première session du programme Excellence Azure. Programme qui est composé de deux sessions dans lesquelles nous allons vous introduire au monde Azure de Microsoft. Le but du programme Excellence Azure est pour vous démontrer de quelle façon vous pouvez transformer les pratiques de vos clients au niveau des ressources qu'ils utilisent pour accomplir leur travail, mais aussi comment vous, comme partenaire, vous pouvez transformer votre pratique d'affaires en offrant des services additionnels. Sébastien va nous donner la réponse à c'est quoi Azure et va aussi nous démontrer qu'est-ce qui peut être fait avec Azure et de quelle façon on peut en tirer avantage. Alors, pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous ferons notre possible pour y répondre pendant la présentation. Par contre, si on ne réussit pas, soyez assurés que nous ferons un suivi avec vous suite à la présentation. Alors, sur ce, je cède la parole à Sébastien. Cool, super. Un gros merci Sylvain pour cette introduction. Donc, bien le bonjour à tous. Pour ceux et celles qui me connaissent un peu moins, je suis le responsable du programme Azure. Mon rôle au sein des Cloud est de promouvoir Azure sous toutes ses formes, vente ou technique, et même comme aujourd'hui par le biais de formation. Mon objectif est d'assister les partenaires dans l'acquisition de clients grâce à la technologie. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer, vulgariser et simplifier les pratiques et documentation de notre cher manufacturier Microsoft. Aussi, si vous avez des questions à propos des licences perpétuelles et souscriptions, Windows, SQL, CAL, etc., je suis là pour vous assister. Sur ce, voyons l'agenda ensemble. Donc aujourd'hui, comme Sylvain le mentionnait, c'est la première session de deux rencontres qu'on va avoir. Comme on peut voir dans les bolettes, la première session, je vais vous accompagner pour comprendre les principes et les avantages, découvrir les principales catégories de services Azure, telles que les machines virtuelles, ainsi que AVD, comme Sylvain le mentionnait, comment en tirer parti. Dans la deuxième session, on va regarder comment utiliser le Azure Price Calculator ainsi que la facturation et d'autres avantages comme les documentations techniques et autres. La troisième rencontre, si vous en avez de besoin, si vous êtes intéressé, on vous invite à prendre un rendez-vous avec nous pour monter un environnement de démonstration, preuve de concept ou autre, tout simplement. On va fixer des attentes aujourd'hui pour la présentation, qui est un peu de vente et technique, un mélange des deux pour les deux présentations théoriques, disons ça comme ça. Donc, on va aujourd'hui passer au travers de plus d'une trentaine de slides. Ça va être du côté des ventes et du côté technique aussi. On va survoler tout ça. J'essaie de ne pas trop aller trop creux dans la technicalité non plus, je ne veux pas vous perdre. L'idée aujourd'hui ou le public cible, c'est des partenaires sans ou peu expérience avec Azure et AVD. Ça peut être quand même un bon refresh pour des personnes qui en font de façon quotidienne. On sait que Azure, c'est énorme, il y a beaucoup de champs d'application, donc c'est quand même assez bon là, de revoir tout ça si c'est la raison de présence aujourd'hui. La présentation suivante est enregistrée. Elle va donc être disponible sur notre chaîne YouTube. On a prévu à la fin, comme Sylvain le mentionnait, une petite période là, pour la foire aux questions. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous transmettre un bagage de connaissances de base pour vous aider à faire votre speech de vente et bâtir les fondations solides pour vos connaissances techniques. Alors, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que Microsoft Azure? On va démarrer la petite animation et voilà, super. Donc, Microsoft Azure, c'est en gros un endroit où on peut faire différentes choses. On peut faire du computing, interagir avec des bases de données, les entreposer, faire des sauvegardes, avoir des solutions de recouvrement, faire de la gestion d'identité, du développement, des tests d'application. C'est ni plus ni moins qu'une salle de serveur en service dans le nuage.
Les services de Azure rendent disponibles aux petites entreprises les produits et services des très grandes entreprises. Autrement dit, ça leur permet, les petites entreprises, de jouer dans la cour des grands. Comme le tableau ici-bas nous le démontre, plusieurs de nos partenaires utilisent une gamme étendue des services disponibles sous Azure. On constate que seule une petite partie est exploitée. Comme on va pouvoir les petits encadrés rouges, c'est les plateformes ou les services qu'on utilise de façon quotidienne. Donc, on n'utilise pas dans la PME tout l'éventail du portefeuille des produits et services pour ce que vos clients ont vraiment de besoin. À droite, on peut voir qu'au Canada, on a 2 centres de données, Canada Centre à Toronto et Canada Est à Québec. Donc, Azure est disponible dans plus de 70 régions et disponible dans 140 pays. On continue notre aventure. Les centres de données, l'image ici nous demande de façon un peu plus concrète, là, dans un centre de données, il y a des serveurs qui sont des hypervisors. Ceux-ci partagent leurs ressources telles que disque dur, CPU, mémoire et carte réseau. À partir de là, on installe des systèmes d'exploitation. Installer est un bien grand mot. La plupart du temps, on va déployer des images de systèmes d'exploitation qui sont disponibles à travers ce qu'on appelle le marketplace de Azure. Donc, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de faire un install ISO, EXE, CD, blablabla. Non, non, c'est vraiment une image qui est déjà prémontée dans le portefeuille de Azure et vous choisissez la version, l'édition, la grosseur et voilà, vous remplissez un petit wizard et Azure va déployer l'image du système d'exploitation Windows ou Linux que vous avez de besoin, tout simplement. Donc, à partir de là, on installe ou on déploie le système d'exploitation et on accède à distance à travers différents protocoles comme le RDP ou un autre pour se brancher à distance. C'est pareil comme si on fait, comme qu'on faisait on-prem dans le fond, c'est juste que ça passe à travers une salle de serveur directement chez Microsoft. Ensuite, on va faire un petit comparatif entre nous, IT Cloud, avec Azure et les compétiteurs. Donc ici, on voit bien qu'on peut faire relativement les mêmes choses d'un bord et l'autre, c'est-à-dire des hypervisors au niveau des VPS ou des dedicated servers, des serveurs dédiés. Mais du côté Microsoft, avec Azure, on a certains avantages, évidemment. On peut voir ici à gauche qu'on a accès au software service, plateforme ainsi qu'infrastructure as a service. On va voir ça un peu plus cru, un peu plus tard. Tantôt, on va voir la définition puis la mise en place. Ensuite aussi, on va voir qu'on a accès à la gamme de produits et services d'Office 365, évidemment, les applications Word, Excel, Outlook, mais aussi les services en ligne, Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams et bien plus. Sans oublier l'intégration Azure Active Directory, aujourd'hui qu'on appelle Entra. Donc, aujourd'hui, chez Microsoft, on a un éventail de produits et services qui sont tous imbriqués un dans l'autre, qui est un avantage assez marqué de passer par ce manufacturier-là pour servir les différents besoins que nos clients ont. À travers IT Cloud, évidemment, service 5 étoiles, comme à l'habitude, et j'en passe. Petit clin d'œil ici pour ce qui est des silos de responsabilité. Je vous apporte tout de suite à l'autre slide d'après, parce qu'on va revenir à celle-là pour bien vous l'expliquer. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est les différents silos de responsabilité par rapport aux services qu'on peut profiter dans le cloud. Je fais toujours mon petit clin d'œil avec le concept de la pizza. L'idée ici, c'est de faire un lien avec un concept d'infrastructure qu'on connaît quand même assez bien, un produit que tout le monde consomme, de la pizza, c'est-à-dire l'exemple parfait pour comprendre justement les niveaux. Je profite de ma petite souris pour vous expliquer justement les différents silos. Donc, on a on-premise, c'est-à-dire sur place, dans une salle de serveur qui vous appartient, versus infrastructure as a service, versus plateforme as a service et software as a service. Comme on peut voir, la progression des responsabilités en mauve du vendeur manufacturier versus celui du client, revendeur, vous en l'occurrence. Donc, ici à gauche, on va voir les différents niveaux qui doit fournir qui doit être responsable de qui. Donc, on comprend bien assez vite que si on fait un party pizza à la maison, on va être responsable de tout à partir de la source
pour la combustion jusqu'à la conversation. Donc, on va fournir tous les ingrédients et tous les articles nécessaires pour arriver à notre fin. Tandis que quand on s'en va vers la droite, on va se déresponsabiliser et on va profiter du service qui est fourni par le manufacturier ou par le vendeur. Exactement la même chose lorsqu'on arrive du côté informatique. La courbe est exactement la même. Donc, lorsqu'on va être local, sur place, nous, en tant que client ou revendeur, vous allez être responsable de l'infrastructure, des produits, des services, de la sécurité, etc., etc. Plus qu'on va aller vers la droite, plus qu'on va profiter des services et produits qui vont être fournis vers le manufacturier ou le distributeur. Donc, on va y aller un peu plus dans le détail. La première catégorie qu'on va toujours utiliser la plus possible, Software as a Service, qui va vous ou le client moins le responsabiliser. Donc, le client va être responsable de ses données et de ses accès. Donc, il va avoir l'opportunité de profiter d'un service qui, lui, va l'encadrer le plus possible du côté fournisseur de services et le client va avoir le moins de responsabilité, tout simplement. On recule d'un cran, la plateforme as a service. Le client va être responsable des données, des accès et de son application aussi. On va lui donner un peu plus de flexibilité, mais un peu plus de responsabilité aussi. La catégorie juste avant, infrastructure as a service, celui qu'on va surtout parler aujourd'hui au niveau des serveurs, ainsi que de la plateforme avec AVD, qui va être nos deux objectifs de la journée. L'infrastructure as a service, ben là, le client va être responsable évidemment des données, ses accès, l'application, le runtime, le système d'opération. Petite parenthèse, quand on le déploie, Microsoft nous donne une image, mais par la suite, c'est la responsabilité du client de l'entretenir, évidemment, les patchs, les sécurités, etc., etc., et de la machine virtuelle proprement dit. Ici, on pourrait peut-être dire que c'est séparé. Là. Microsoft vont hoster la machine virtuelle, mais il reste au client quand même d'en faire la gestion dans le sens de performance, CPU, RAM, etc., etc. C'est le client qui va décider de tout ça, de sa performance. Mais la mise à jour, la maintenance, etc., etc., ça va évidemment être le côté Microsoft qui va s'en occuper, avec le compute. Donc, les responsabilités avec le software service, donc c'est un service géré par le fournisseur, simple de même. La plateforme, c'est géré entre le fournisseur et le client. Infrastructure as a service, c'est le fournisseur qui offre une infrastructure service qui est gérée par le client avec les ressources. J'ai des petits icônes qui vont nous apparaître pour nous aider à comprendre lequel qui est lequel. Donc, infrastructure as a service, on a la bonne vieille machine virtuelle qu'on va monter dans le cloud. Plateforme as a service AVD, qu'on va parler tantôt, évidemment, et Windows 365, qui peut être considéré comme étant un software as a service, qu'on a accès aux données et aux accès, mais on n'a pas accès derrière à l'application proprement dit. C'est fourni par Windows. Évidemment, à travers notre exercice aujourd'hui, on va faire exprès, mais on va vous expliquer quelle est la différence entre les deux et quels sont les scénarios là où est-ce que vous pouvez bénéficier de ces deux software ou plateforme as a service. On tourne la page. Donc, on parle pour parler, la différence entre l'infrastructure, plateforme et software as a service. Pourquoi? Quelles sont les raisons, justifications? Donc, quand même assez simple. Là, on va éliminer l'infrastructure physique on-prem. On va se concentrer sur les ressources d'affaires, augmenter ou diminuer les ressources selon les besoins. C'est le mot-clé, évidemment, du côté Azure avec l'élasticité. Au contraire, excusez-moi pour l'anglicisme, le scalability que nos compétiteurs vont souvent sortir. Nous, du côté Azure, on est élastique, c'est-à-dire qu'on peut autant grandir et grossir de façon horizontale ou verticale, c'est-à-dire de rajouter des machines ou en retirer ou grossir une machine et ou la rapetisser. On va regarder les concepts de billing un peu plus tard, là, mais du côté Azure, vous êtes billé à l'heure, tout simplement, selon la grosseur, la capacité, la performance que vous utilisez. Donc, le mot-clé élasticité. N'importe quand, on peut grossir ou rapetisser comme ça nous tente. C'est un investissement important. On va en parler quelques fois dans notre présentation. CAPEX versus OPEX, évidemment. Il peut y avoir des belles occasions pour les clients d'investir au bon endroit sans se soucier de supporter des appareils qui dépérissent, évidemment, comme on le disait tantôt. Du côté cloud, c'est le manufacturier, le vendeur qui va s'occuper de la quincaillerie en arrière. Donc, ça permet aux clients de se concentrer sur le contenu et non pas le contenant.
Dans l'ordre, comme je les ai apportés tantôt, software, plateforme, infrastructure. Donc, l'idée ici, c'est de vous et le client de se libérer de plus de responsabilités. Si le software est disponible, go, il va pour ça. Sinon, il va pour la plateforme. Sinon, évidemment, dans la plupart des cas, dans la PME, l'infrastructure va être la plateforme avec laquelle on va jouer parce que ça va nous donner plus de flexibilité, plus de contrôle. On arrive dans un environnement on-prem, ça va être une façon de passer ou de migrer vers leur cloud. Ça peut être une belle infrastructure qu'on va profiter justement, comme on disait, permet de déplacer un environnement directement dans le cloud. Oui, il y a des techniques pour faire du lift and shift qu'on appelle, on va voir ça tantôt, tout en gardant les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on peut échanger un serveur contre un autre, dans le sens que on-prem, serveur physique ou virtuel, avec Hyper-V, VMware, une autre plateforme, mais on va déjà être en mode virtuel, mais physiquement sur place. On va juste le déménager dans le cloud. Ça, c'est possible. Des cas de figure un peu plus particuliers. En ajoutant une gamme de services qui n'aurait pas été disponible auparavant, comme je disais tantôt, ça permet aux clients PME de profiter des produits et services des grandes entreprises. L'environnement Azure, on a accès à l'éventail de produits et services, on utilise celui qu'on veut, tout simplement. Donc, ça nous permet, ou ça permet aux clients, justement, de jouer dans la cour des grands. S'il veut avoir des gros services, ben, on va payer à l'heure, tout simplement. Question prix, question faisabilité, ben, on est là justement pour vous accompagner, vous faire comprendre comment c'est que ça fonctionne avec l'Azure Price Calculator, par exemple, qu'on va voir à la prochaine session. On tourne la page. Lieu de travail moderne, le Modern Workplace, donc un petit buzzword qu'on utilise dernièrement. Ce qu'on veut démontrer ici, c'est l'emplacement des produits et services qui sont dans le cloud. Comme on peut voir ici, la sécurité, les accès, les données, produits et services sont tous dans le cloud. Donc, autrement dit, le client va être serverless, qui permet aux clients, serverless on-prem évidemment, qui permet aux clients, aux usagers de graviter autour du nuage, de profiter de la flexibilité et de la sécurité offerte par le manufacturier. Donc, peu importe où est-ce que le client est, sur place, au bureau, dans un café, à la maison, sur la route carrément, bien, il va toujours profiter de la même infrastructure avec la même performance ainsi que de la même sécurité. Donc, ça peut offrir une certaine flexibilité aux clients avec le Bring Your Own Device qu'on a connu il y a quelques années qui nous permet justement d'utiliser n'importe quel périphérique avec n'importe quel format. Donc, le client, l'usager va avoir la même expérience parce que c'est les services ou produits dans le cloud qui vont fournir les données et les interactions. Évidemment, il va avoir la grosseur de l'écran, clavier, souris, etc., etc. Mais ça, au final, l'usager va choisir sa plateforme qu'il va user, tout simplement. Au contraire de, ou un in-between, qu'on pourrait dire, on va avoir la possibilité du hybride, c'est-à-dire qu'on peut utiliser certains services et produits dans le cloud et d'autres qui vont rester on-prem. Oui, oui, aujourd'hui, même en 2025, on a encore des scénarios comme ça, évidemment, parce que les clients vont avoir de la machinerie ou des requis locaux. On va parler aux automates, on va parler aux applications line of business, on va parler des gros fichiers, évidemment, du graphisme ou du CAD, ça va arriver une fois de temps en temps, que les clients sont obligés d'avoir des interactions entre des machines et leurs données. Donc, quelquefois, ça va arriver que les données, une fois dans le cloud, vont être plus difficilement rejoignables ou accessibles par les machines automates ou autres. Donc, il va y avoir qu'aujourd'hui des cas de scénario où est-ce qu'on va avoir des données locales, comme on peut voir dans le dessin ici, soit les applications qui vont rester locales, soit les données, les bases de données, les services applicatifs en soi. C'est faisable aujourd'hui. On est capable de les splitter. La première des choses qu'on a faites par le passé, évidemment, c'était de passer d'Exchange Online. C'est qu'on a vu ça souvent par le passé. Là, aujourd'hui, on est en train de parler de migrer SharePoint, OneDrive dans des systèmes de partage de fichiers, de collaboration ou d'archivage, si possible aussi. Donc, ça peut être une belle opportunité, une belle porte d'entrée, justement, pour vous, chez un client, là, de voir à le migrer tranquillement par étapes. Aujourd'hui, on va se concentrer au niveau du système d'opération et non pas des données, mais ça peut vous donner une idée. Comme je disais au départ, l'objectif, c'est un peu vous aider pour votre speech de vente. Donc, ça peut être une possibilité d'avoir un pied qui va rentrer là, chez le client. Évidemment, on va tout le temps regarder au niveau de la sécurité. Évidemment, ça va être ultra important quand on va être dans un type de scénario comme celui-là. Du côté Azure, quand on est directement dans le cloud, il n'y a rien qui empêche. On peut aussi bénéficier d'un VPN, mais la plupart du temps, les services et produits ne nécessitent pas avoir un VPN. Mais on peut aussi, tout dépendamment, des services qu'on va partager ou qu'on va mettre, on va rendre public.
On tourne de page. Petit comparatif pour vous donner des outils, vous donner une idée, donc des différences entre le on-prem et Azure. Ici, justement, c'est encore de vous aider pour votre speech de vente, de développer votre lexique, pardon, en présence des clients et de pouvoir d'argumenter avec lui les différents aspects et avantages. Je vous laisse lire là, quand même là, les trois plus gros, évidemment, qu'on va avoir. Je devrais avoir des petits trucs qui apparaissent dans ma slide. Ouais, exact. Donc, l'élasticité des performances, comme je disais au départ, ça, on va retrouver ça chez Azure, au contraire d'une installation physique, qu'on ne se le cachera pas. Hein. Le client, il faut qu'il paye à l'avance la performance de sa machine et il ne l'utilisera pas à sa pleine capacité. Donc, il faut toujours prévoir 25-50% de majoration pour une machine virtuelle, espace, performance, disque dur, carte réseau, etc., etc. Donc, le client, il faut qu'il paye à l'avance pour quelque chose qu'il n'utilise pas vraiment. Oui, on peut upgrader nos machines, on y pense, mais bien souvent, le frame, on le paye en conséquence avec le motherboard, qu'on a la place ou la capacité d'augmentation. Tandis que chez Azure, on paye pour ce qu'on utilise. That's it. Les accès conditionnels, qui est un gros avantage d'évidemment, évidemment, parce qu'on va être lié avec Azure Active Directory en intra, donc on va avoir la possibilité d'utiliser le SSO aussi. Avec le MFA, le Multi-Factor Authentication, donc ça, c'est une grosse force du cloud, évidemment, qu'on va être capable de mettre des conditions, à savoir soit par région ou complexité de mot de passe ou des trucs comme ça, ou des authentifications multiples, justement, avec des appareils ou des clés qui vont nous permettre de renforcer la sécurité. Les autres points, je n'ai pas mis d'étoiles, mais évidemment, ça tombe sur le sens. La rapidité de déploiement, on parle de quelques minutes pour déployer une VM du côté Azure. Gestion centralisée, évidemment, parce que tout se passe dans les différents portails d'Admin Center ou le portail Azure. L'automatisation, les sauvegardes des DR qui sont déjà là, qui sont déjà disponibles. Il y a déjà plein de métriques et d'alertes qui sont disponibles aussi. Il y en a certaines qu'on a juste à configurer. Les audits de changement qui sont déjà disponibles. L'accès des rôles aussi, c'est-à-dire les sécurités, les frames de sécurité sont déjà là. Il ne reste plus qu'à les mettre en place. Évidemment, les offres de plateforme as a service, puis software service, et l'idée qu'on a quoi que c'est du OPEX et non pas du CAPEX. Donc, c'est une belle opportunité pour le client, justement, de ne pas être obligé de sortir tout son argent, mais bien de payer au fur et à mesure de son utilisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il me semble que j'avais d'autres choses. Ouais, exact. Option de migration des serveurs. On change un peu de registre. Évidemment, la question qui vient souvent, c'est comment on fait pour passer de on-prem vers la cloud. Là, on va parler au niveau des données, proprement dit, des serveurs de fichiers, parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Donc, comme on peut voir, dans le cloud, on a différentes opportunités, différents services qui peuvent être utilisés. Donc, SharePoint, Azure, les NAS virtuels, on ne prêche pas pour notre paroisse, mais on en parle quand même. C'est quand même une belle opportunité. Les file servers ou SMB over Quick. Carl et notre ami Fred, la semaine passée, ont fait une belle présentation de ce côté-là avec IT Cloud Academy. Donc, moi, aujourd'hui, je vais en glisser un mot. Si vous voulez plus d'informations, de formation de ce côté-là, je vous invite à communiquer avec notre département de support avec la nouvelle plateforme de Teammate. Carl, ça va faire un plaisir de vous expliquer, de vous accompagner dans cette direction-là. On va en parler un petit peu tantôt dans notre présentation. Donc, ici, c'est de vous expliquer un peu en détail les capacités ou les voies qu'on peut utiliser pour migrer des données en partage de on-prem, que ce soit sur un disque dur, un NAS ou peu importe, et de les envoyer dans les clouds. On a différentes fonctions et différents avantages et désavantages par rapport à chacune des solutions. On brosse ça rapidement. Donc, la première qui va nous venir en tête, évidemment, ça va être SharePoint, OneDrive et Teams. Donc, évidemment, les gros avantages, ça va être la collaboration et la simplicité et l'intégration directement avec Azure Active Directory et les versions intégrées, le versionnage. Évidemment, il y a quelques inconvénients. Ce n'est pas du SMB standard, ce n'est pas du partage de fichiers comme on connaît aujourd'hui. Donc, il faut garder en tête que les services de partage tels que SharePoint, OneDrive et Teams, c'est plus pour faire de la collaboration que du partage de fichiers. Un n'empêche pas l'autre, mais quand même. Aussi, il va y avoir une utilisation, il va falloir payer. Exemple, comme dans SharePoint, chaque site a 1 Tera d'espace disponible. On peut en acheter supplémentaire, mais il faut payer tant de cents du gig par mois. Donc, il faut faire un petit peu attention là, de voir notre capacité et notre utilisation. Il faut mettre les œufs dans les bons paniers, tout simplement. Mais SharePoint, OneDrive et Teams sont des belles plateformes de partage et de collaboration. C'est surtout ça le mot-clé qu'il faut retenir.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Azure File Share, c'est-à-dire qu'on est capable de monter des storage accounts directement dans Azure. Ça va être flexible, ça va être élastique. On va pouvoir grossir ça de la façon, les multiplier de la façon qu'on va le vouloir, pas de problème. Au niveau de la performance, on choisit ce qu'on a de besoin. Encore, il y a de l'intégration avec Azure Active Directory ou un Active Directory tout court, avec les systèmes de backup qui sont déjà intégrés, qui sont déjà là, sont déjà disponibles. Évidemment, un inconvénient, ça va être la sécurité. Donc, il va falloir regarder pour un lien VPN. Donc, il va y avoir des frais par rapport à ça. Puis la gestion des droits NTFS. L'idée ici, c'est un peu d'avoir un NAS dans le cloud, un NAS chez Azure. Par exemple, cas de figure, vous avez un client qui a juste un NAS chez eux qui est en workgroup, ben, c'est une belle opportunité de le déménager directement dans le cloud avec un service Azure. Ça, c'est faisable. On est capable de le déménager et de revoir les droits d'accès et la sécurité de ce côté-là. Je parlais d'un NAS tantôt, il existe aussi des NAS cloud. On en parle, c'est pas chez nous, je ne suis pas en train de prêcher ma paroisse, mais ça reste qu'il faut être réaliste, puis il faut bien vous accompagner, vous les partenaires, dans vos mises en place avec vos clients. Donc oui, on sait aujourd'hui qu'il y a des NAS cloud qui existent. Donc le prix est très compétitif. Il y en a qui offrent aucune limite d'espace, pardon, donc vous payez pour ce que vous utilisez, puis plusieurs protocoles pour y avoir accès. L'inconvénient, ben ça, il n'y a aucun standard. C'est tout le monde fait bien ce que ça y tente. Puis les méthodes de connexion, ben, ça diffère d'un à l'autre et la plupart du temps, il faut avoir un VPN, évidemment, qui va engendrer des frais. Fait que là, ici, l'inconvénient, on pourrait dire justement que c'est surtout aucun standard, dans le sens que si vous y allez avec différentes marques, différents clients, pardon, ben, vos techniciens vont devoir apprendre tout et chacun comment il fonctionne. Ça peut être un petit peu tannant de ce côté-là. Mais il faut tout le temps voir les besoins et requis du client. C'est pour ça qu'on en parle, quand même, pour être honnête. Ensuite, un bon vieux serveur de fichiers, mais partageable dans Azure, dans la plateforme cloud. Donc, les avantages, évidemment, la gestion simple et habituelle, c'est-à-dire un file server comme on connaît, qu'on va partager une drive, puis on va pouvoir la mapper à travers un VPN, évidemment. Ça va être un peu l'inconvénient pour y avoir accès. Mais on n'aura pas de limite d'accès, on n'aura pas de limite d'espace non plus. C'est nous autres qui va décider de la grosseur. Puis les prix sont quand même compétitifs quand on y va avec des reserve instances. On va voir ça un petit peu plus loin. Même les saving plans pourraient peut-être s'appliquer dans certains cas de figure. Mais ici, dans le fond, c'est d'avoir un serveur comme on connaît et on le partage à travers Azure, tout simplement. Donc, ça nous met une couche supplémentaire de gestion parce qu'on est dans le cloud, mais on a l'avantage justement d'être dans le cloud. Et le dernier, le SMB Overquick. Donc, le dernier, comme je disais tantôt, que Carl et Fred ont fait une belle présentation la semaine passée. Donc, avantage, meilleure latence, sécurité, gestion des paquets et expérience utilisateur améliorée. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'à travers le protocole Quick, on a accès à un partage SMB directement dans le cloud. Grosso modo, on expose un serveur sur le 443 à l'extérieur et on fait la gestion d'accès avec des certificats SSL. Donc, c'est celui qui répond sans doute à toutes les éventualités. Évidemment, il y a des inconvénients au niveau d'exposition, question de sécurité, il faut voir comment on le fait, et la gestion du certificat SSL qu'il faut gérer à toutes les années ou à tous les 3 ans, si on veut tirer à sauce un peu. Mais c'est quelque chose de faisable, c'est quelque chose de manipulable qu'on peut adresser aux différents besoins des clients. La migration des serveurs proprement dit, donc pour complémenter les techniques utilisées, voyons voir de quoi qu'on parle ici. Donc, les critères à observer pour la migration, parce que chaque client va avoir des besoins différents. Donc, ici, par exemple, le premier critère, c'est la quantité de données. Je disais tantôt que dans SharePoint, on a 1 Tera de données, mais on peut avoir des données supplémentaires. Mais à quelques cents du gig par mois, ça peut grimper quand même assez vite selon l'utilisation. Donc, la quantité de données va avoir une influence à savoir où est-ce qu'on s'en va. La structure des données aussi, c'est-à-dire est-ce que le client est sur des lecteurs réseau, un NAS, SharePoint déjà, où est-ce qu'on s'en va par rapport à la technologie utilisée? L'adaptation au changement, il faut le prendre en considération. Les usagers aujourd'hui, par exemple, qui sont habitués à travailler avec des lecteurs réseau.
avec des drives qui sont mappés. Si demain matin, on les envoie directement dans SharePoint, OneDrive et Teams, il peut y avoir une petite résistance au changement. Donc, il va falloir faire de la formation, il va falloir réadapter les usagers à une nouvelle méthodologie de travail. Ça, c'est à considérer aussi. Les applications qui vont accéder aux données, pardon, les applications type client-serveur, Sage, Comba, Zinacom, pour nommer seulement que ceux-là. Donc, on sait qu'envoyer ces applications-là, exemple sur SharePoint, OneDrive, ben, ça ne fonctionne pas. Les applications n'ont pas été designées pour faire des applications web directement. Donc, ça, il faut absolument s'assurer que la clé reste toujours le plus proche du cadenas possible. L'application reste proche de ses données. La plupart du temps, quand on va parler de Sage Combo, on va parler d'un terminal server ou d'un AVD qu'on va discuter tantôt. Ça, c'est la solution à mettre en place. Le big data avec Autodesk, SolidWorks, toutes les logiciels d'animation, quoi que ce soit, aussi, ça peut devenir des enjeux. On parlait tantôt par rapport à être en mode hybride, avoir des solutions on-prem. Bien, ça peut être des variables à valider. La collaboration, accès multiple en temps réel, je parlais de SharePoint tantôt. Ça, c'est un gros avantage de SharePoint, justement, de faire de la collaboration en temps réel. Mais ce n'est pas une application de partage proprement dit. On le fait aussi, mais son point fort, c'est la collaboration. Donc, à voir quels sont les besoins de vos clients. Ensuite, les méthodes pour faire ça. Exemple, dans SharePoint, on a des outils qui nous permettent de faire des migrations, soit directement de chez Microsoft ou avec des third parties. Si vous avez besoin d'aide de ce côté-là, notre département de support technique peut vous accompagner avec ça avec plaisir. On a des ententes avec d'autres fournisseurs de services pour des logiciels de transfert. Donc, notre équipe technique peut vous accompagner et faire des évaluations de ce côté-là, pas de problème. Team, SharePoint, OneDrive, etc., etc. Copier-coller, c'est une fonction de base qu'on est capable de faire avec des petites quantités de données, évidemment. Transporter des disques durs virtuels, on est capable de les apporter dans le cloud aussi. Quand on parle de 40 Tera et plus, Microsoft offre des services de Databox, c'est-à-dire qu'ils nous envoient un disque dur ou un paquet de disques durs, puis on transfère les données dessus, on les envoie là-bas et eux le branchent dans le système et réimportent les données. Mais ça, c'est quand on va avoir des gros environnements. Les serveurs, on est capable de faire des lift and shift, c'est-à-dire de prendre des serveurs directement on-prem et de les envoyer dans le cloud. On va utiliser ça dans des cas de figure particuliers. La plupart du temps, les partenaires aiment mieux repartir from scratch et d'apporter les applications. Mais oui, dans le cas où on a une application, un service, que le programmeur ou la personne qui l'a déployé n'est plus disponible ou peu importe, on est capable de faire ce qu'on appelait un P2V, mais on est capable de juste faire un V2V. C'est-à-dire qu'on va prendre la machine et on va l'envoyer directement dans le cloud. On peut faire ça avec des VM, serveur physique, serveur virtuel, directement dans d'autres clouds privés ou par exemple sur VH ou peu importe. On est capable de faire ça avec des BDSQL ou des applications IIS aussi, c'est possible. Donc, gardez ici en tête qu'il y a des méthodologies qu'on peut prendre des produits, des services et de les envoyer directement dans le cloud selon le besoin et les réalités du client. Défonçons quelques portes ouvertes aujourd'hui. Windows 365 et AVD, c'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'évidemment, il faut bien comprendre les deux produits. On parle d'une plateforme ou d'un software service. Donc ici, la différence entre les deux, Azure Virtual Desktop, c'est une plateforme. Donc, le client va avoir accès à ses données, à son infrastructure, à son service et va pouvoir le gérer, contrôler de façon granulaire et avoir accès à la configuration. C'est basé sur la consommation, donc à l'heure. On va parler de facturation un peu plus tard. Ensuite, si on compare Windows 365, qui est un software service, donc le client va avoir accès à l'application elle-même, il va gérer ses données, mais le reste, ça reste que c'est Microsoft qui va s'en occuper. Donc le prix, ça va être par utilisateur par mois. C'est un SKU carrément. On a différentes saveurs, différentes éditions de Windows 365 qu'il faut voir. Honnêtement, Windows 365, on va fournir ce service-là dans des scénarios un peu plus précis, un peu plus nichés. Petites entreprises qui vont avoir un ou deux employés, par exemple, un comptable ou quelque chose qui travaille chez lui dans son petit bureau, puis qui n'a pas besoin de collaborer directement avec un autre employé ou un autre fournisseur de services avec des partages standards, qui va partager à travers Team, OneDrive, etc. Ça va faire son bonheur. Mais il n'y aura pas de mapping, drive, réseau, quoi que ce soit là, du côté Windows 365. Pas de base, du moins avec la version business. Donc, vraiment niché comme produit. Ça répond très bien à des besoins très spécifiques. Une personne qui veut, par exemple, un PC dans le cloud, qui est tanné de tout le temps à être obligé de revamper son ordinateur, son portable, qui travaille à plusieurs endroits, qui veut toujours avoir la même expérience utilisateur, peu importe où est-ce qu'il se branche, avec n'importe quel périphérique, Windows 365 est tout indiqué pour lui.
Azure Virtual Desktop, au contraire, c'est un peu la nouvelle mouture de RDP, Terminal Server, TS, RDS, etc., etc. Donc, ça nous donne la capacité de partager les ressources d'une même VM. Donc, plusieurs utilisateurs vont venir se brancher sur la même VM, proprement dit. Et vu que c'est du Azure pur et dur à ce moment-là, on va avoir accès au mapping des drives quand on veut avoir accès aux autres serveurs sur le même réseau, etc., etc. Donc, vous voyez ici, c'est deux produits différents qui répondent à la même idée de virtualiser un PC. Un que le ratio est 1 pour 1, Windows 365, et l'autre qui est le ratio de 1 pour le nombre d'usagers qu'on veut. C'est nous autres qui décident de la performance et du prix qu'on va payer, tout simplement. Fait que du côté AVD, c'est là qu'on va aller regarder tantôt. On fait un petit comparatif du côté RDS. Donc, les deux, grosso modo, c'est un peu la même chose. Ça nous donne accès à une machine à distance qui va partager ses ressources, CPU, RAM, disque dur, carte réseau, etc., etc. Donc, on va fractionner le prix de l'utilisation par utilisateur, par tête de pipe par mois, tout simplement. Donc, un serveur terminal, ben, c'est un composant Windows qui permet à un utilisateur de lancer un bureau, une application à distance basée sur un Windows Server à travers une connexion réseau. AVD, c'est un service basé sur Azure qui permet à un utilisateur de lancer une application ou un bureau, lui aussi, mais le Windows Server ou Windows Workstation, parce que oui, on peut mettre ça Windows 10, Windows 11, au-delà des Internets, donc sans VPN. Donc, si on regarde un peu l'image ici, les deux font sensiblement la même chose. Ils partagent des bureaux d'applications basés sur un système d'opération Windows Server. Le RDP ou le terminal serveur va utiliser une infrastructure locale, le port 3389, et évidemment va nécessiter une connexion VPN pour assurer la sécurité. Au contraire de AVD, lui, les avantages, c'est qu'on peut avoir Windows Workstation, donc l'expérience utilisateur est simplifiée et unifiée par rapport à son usage normal. On va utiliser le port 443, et en plus, c'est Microsoft qui s'occupe tout du backend operation avec le certificat SSL. On va voir ça tantôt. Et c'est basé sous Azure. Fait qu'en gros, c'est deux petits cousins, mais il y en a un qui fait la nouvelle mouture d'aujourd'hui, qui est plus beau, qui est plus fin, qui est plus fort, etc., etc. Donc, si on fait un petit comparatif au niveau des ports de connexion, le serveur terminal RDS, lui, va utiliser le 3389 et le AVD va utiliser le 443. Donc, ce qu'on veut montrer ici, c'est que l'authentification, le besoin du VPN, l'implication au niveau de la gestion n'est pas la même du côté serveur terminal ou Azure. Évidemment, du côté terminal, on va se souvenir à l'époque, on était supposé de monter un serveur derrière un firewall, avec un gateway, avec un proxy, mais il n'y a plus grand monde qui font ça, on ne se le cachera pas. Hein. Tout le monde va faire un port forwarding du 3389 vers le serveur direct. Donc, on va s'exposer. Oui, on est capable de faire de la redirection de port, mais la sécurité, pas plus. Donc, ce qui nous oblige à mettre un VPN pour sécuriser la connexion entre les deux points. Tandis que AVD, à ce moment-là, c'est Microsoft qui s'en occupe. Donc, aucun VPN requis. Microsoft prend en charge le broker, le gateway, le certificat SSL. Le montage de l'infrastructure, évidemment, est beaucoup plus simple. Le client vient se taper sur une interface, passe son username password. S'il est autorisé, il a accès à la machine. Donc, la mécanique derrière est beaucoup plus facile pour le revendeur, plus facile pour les clients et beaucoup plus sécuritaire aussi. Et n'oublions pas hein, le mot-clé qu'on dit depuis le début, élasticité. Donc, si le client a besoin de plus ou moins, ben, on paye pour le service qu'on a de besoin, tout simplement. Au contraire de l'infrastructure on-prem, si le client a besoin de plus, il faut investir plus, ou s'il a besoin de moins, ben, c'est un petit peu plate, le client a déjà payé. Ensuite, où est-ce qu'on s'en va? Avec AVD proprement dit. Donc, la question du jour, qu'est-ce que AVD? De façon simple, comme je disais depuis tantôt, c'est un peu le RDS, mais en beaucoup mieux. Donc, AVD peut offrir une expérience utilisateur sur Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, 2022, 2025. Évidemment, on est capable de le faire. Fait que n'oublions pas hein, que AVD, c'est la nouvelle façon de se brancher. Au lieu du 443, je recule, au lieu du 3389 pour le RDP, c'est du 443. Donc, AVD n'est pas une nouvelle bibite, est une nouvelle méthode de connectivité sur un système d'opération.
Oui, ça apporte l'avantage d'y aller avec Windows 10, Windows 11, c'est sûr, ce qui n'était pas disponible à l'époque. Donc, l'expérience utilisateur est bonifiée, plus facile pour un usager, etc., etc. Donc, de façon plus native, la gestion des VM va être beaucoup plus facile du côté AVD. Donc, va nous donner accès à différents points sur les différents data centers, va nous donner accès à différentes VM pour la performance, etc., etc. Directement sous Azure, parce que c'est un service qui est déjà intégré. Donc, on a la capacité de gérer nos VM, la performance et la capacité. On parle d'élasticité encore, mais comme on peut voir, c'est un peu tout petit, là, mais grosso modo, ça, c'est la liste des VM disponibles. Donc, on est capable de grossir ou rapetisser la performance de notre VM comme on a besoin. On parle, par exemple, comme des comptables. À la fin d'année, ça s'en vient, là, c'est thématique. Ben, les comptables vont upgrader, vont booster le VM pour avoir des consultants qui vont venir lui donner un coup de main. Puis une fois que la vague est passée, ben, on va juste downsizer les machines, puis ils vont venir à leur grosseur ordinaire. Donc, les clients vont payer pour l'utilisation qu'ils ont besoin en temps réel. Oui, oui, on est capable d'automatiser tout ça aussi. Ne faites-vous-en pas. Il y a des commandes d'automatisation qu'on est capable de mettre en place. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'application des bureaux et des applications, ben, c'est pas bien différent comme ce qu'on connaissait à l'époque. Comme on peut voir, on a accès à notre menu démarrer, on a accès à nos backgrounds, on va avoir accès à l'heure, etc., etc. Donc, l'expérience utilisateur est la même, même si c'est Windows 10 ou Windows Server, par exemple. C'est une interface bureau ou une interface application comme qu'on avait avant. La gestion des connexions usagers, ça fait de la même façon avec AVD aussi, c'est-à-dire dans le Task Manager, on va voir les usagers qui sont connectés. Puis quand on a besoin, on peut les kicker off ou on peut les loguer off, puis c'est tout. Ça revient exactement à la même chose. Au niveau des outils de diagnostic, on va avoir des outils qui sont déjà là, qui sont déjà intégrés à l'intérieur de Azure pour nous permettre de poser des diagnostics, faire des rapports de performance pour prendre ou orienter le client dans les bonnes directions, à savoir la machine est trop grosse, est-ce qu'on manque de performance, est-ce que c'est le CPU, est-ce que c'est la RAM, est-ce que c'est le disque dur. Donc, on est capable d'ajuster aux besoins quand on a de besoin par rapport à l'utilisation du client. Un autre petit graphique qu'on avait au niveau de la performance, là, justement, qui nous dit qui fait quoi, quand et comment en plus. Donc, on est capable d'aller pinpoint et de dire au client, telle personne, telle application, telle machine a fait ça, 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 et on va augmenter ou diminuer la performance comme on a de besoin. Les opportunités maintenant, continuons sur le speech de vente. Donc, Azure Virtual Desktop, réduction des coûts informatiques, évidemment. On paye pour ce qu'on a de besoin. Passer du CAPEX à l'OPEX, évidemment. Donc, au lieu de capitaliser et d'investir dans l'infrastructure, on va payer tout simplement une location. Donc, ce ne sont pas les mêmes colonnes dans le livre comptable pour un client. Donc, il peut y avoir un avantage de ce côté-là. Les opportunités, ben, on va remplacer les anciens terminal servers, RDL. Donc, vous avez un client qui a déjà cette infrastructure-là locale. C'est une belle occasion, une belle opportunité de le faire switcher dans le cloud. La migration vers le cloud. On a des clients qui nous approchent carrément, qui nous demandent, qui veulent aller vers le cloud, qui veulent avoir accès à ça. Donc, AVD est une belle opportunité ici. Détachement de l'infrastructure, évidemment, quand on a des clients avec des salles de serveurs qui ont besoin d'investissement, de rafraîchissement ou que la plupart du temps, c'est dans un garde-robe, évidemment. Donc, quand il y a besoin de recycler l'espace, on va avoir l'opportunité de les envoyer dans le cloud. Favoriser et répondre aux besoins d'élasticité, ce que je parlais tantôt, scale up, scale down, scale in, scale out. Donc, de additionner les machines ou multiplier de façon horizontale. Donc, on rajoute des machines pour les besoins ou de faire grandir ou grossir une machine comme on a besoin aussi, selon la performance requise. Donc, opportunité, fusion, acquisition, employés à court terme, télétravail, par exemple, les équipes qui sont géographiquement réparties, apporter votre propre périphérique, bring your own device, et les collaborateurs, évidemment, ça peut être une belle opportunité de ce côté-là. On ouvre un AVD pour une personne qui en a besoin, elle fait son travail, 2, 3 mois, 6 mois, on fait un AVM, et voilà, puis c'est tout. On n'a pas besoin d'amortir l'achat d'une machine, on ne fait que la louer. Bénéfices maintenant, donc évidemment, expérience personnalisée. Donc, chaque utilisateur va avoir sa propre session dans Windows, donc son propre menu démarrer, son propre background, des petits chats, des petits chiens, ce que ça y tente. On va avoir la possibilité d'avoir accès à ça à n'importe quel périphérique, ordinateur, mobile, client léger, évidemment. On voit ça un peu moins, mais l'idée est encore là aujourd'hui.
Gestion centralisée, évidemment, à travers les différents portails, l'Admin Center ou le portail Azure. Les sécurités, comme je parlais tantôt, MFA, accès conditionnel, SSL, évidemment, tout ça, c'est sécurisé. Et le certificat SSL, faites-vous-en pas. Ça, c'est Microsoft qui s'en occupe dans le code de AVD. Petite parenthèse, au contraire du SMB over Quick. Ça, c'est plus à vous d'en faire la gestion. Pour ça, tantôt que je le disais comme un inconvénient, ça vous demande de faire une gestion, mais ce n'est pas très compliqué. Fin de la parenthèse. L'optimisation des coûts, ben, c'est un accès à une VM qui est partagé. Plus qu'on a d'usagers sur une VM, ben, moins que ça va revenir cher par usager, évidemment. Centre de données Azure. Donc, les différences entre les deux centres de données qu'on a ici au Canada. Je ne vais juste pas aller trop loin dans ma slide pour être sûr. Là. Donc, ici au Canada, on en a un au Canada-Est, à Québec, comme je disais, et un à Toronto, Canada central qu'on appelle. Donc, la question qui tue, c'est toujours, c'est quoi la différence entre les deux? Comment je fais pour en choisir un ou l'autre pour mes clients? Bon, grosso modo, on divise ça en deux catégories. Là. Donc, la différence entre les deux, celui du Canada Centre a les Availability Zones, qui n'est pas vraiment nécessaire pour la PME, plus pour la grande PME, dans le sens, comme vous pouvez voir, c'est qu'un centre de données est divisé en trois buildings, et ces trois buildings-là ont chacun leurs entrées Internet, leurs entrées électriques, etc., etc. Donc, admettons qu'on a un client avec un serveur avec plusieurs interfaces, exemple, qu'on a un serveur IIS, serveur SQL, par exemple, on est capable de mettre des œufs dans des paniers différents. Donc, si on a un building qui tombe, ben, ça nous donne une certaine high availability de ce côté-là. On ne peut pas multiplier un serveur. Il faut que le client ait déjà son infrastructure. On s'entend. Là. Si le client a juste un file server, on ne peut pas le multiplier par trois. Il faut vraiment que le client ait déjà son infrastructure ou qu'on la mette en place. Mais c'est des services particuliers qui vont avoir accès à ça. Donc, c'est plus dans la grande entreprise, mais c'est bon de le savoir. Au niveau des GPU, parce que oui, on est capable de faire du CAD, on est capable de jouer avec des GPU du côté Azure, du côté Canada Centre. Donc, on a des cartes vidéo NVIDIA et Radeon qui sont disponibles au niveau AMD. Donc, demain matin, si vous voulez faire, vous avez des clients qui veulent faire du CAD, on a la possibilité d'avoir certaines machines. On ne se le cachera pas, on va être capable de faire du mécano-soudé, du piping, on va être capable de faire de l'électrique et des trucs comme ça. On va être un peu plus limité au niveau de la bande passante pour l'effet visuel. Donc, aussitôt que vous allez faire de l'animation ou du walkthrough, on va être un peu moins là. On s'entend parce que c'est des machines à distance, donc le protocole d'accès nous limite à un certain nombre de frames par seconde. Donc, l'animation ne sera pas d'aussi grande qualité que si on serait on-prem. Mais tout ce qui est rendering ou piping ou peu importe, tout ce qui est module, on est capable de faire ça du côté Azure. Ça se fait assez bien. Puis, n'oublions pas, on est capable de mettre plusieurs personnes sur une même machine. Donc, on est capable de splitter des coûts. Et la troisième différence, c'est les sponsorships, c'est-à-dire les abonnements, là où Microsoft injecte de l'argent, entre autres pour l'MPN et pour les OBNL, les non-profits. Donc, Microsoft nous limite au Canada Centre parce qu'il y a des sous à l'intérieur de ces souscriptions-là. Donc, on est obligé de les déposer de ce côté-là. Première des choses qu'il faut savoir quand on décide quel centre de données utiliser. Deuxième, ben, prenez le data center qui est le plus proche de votre client pour avoir le moins de latence possible. Simple de même. Donc, comment on fait pour repartir? On résume. Quels sont les services aux besoins du client? Est-ce que ça tombe dans ce panier-là? Sinon, le data center qui est le plus proche de nous, tout simplement, le plus proche de notre client pour avoir le moins de latence. Pardon, possible. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien qui vous empêche aussi de splitter vos clients dans deux paniers différents. C'est possible aussi, là, de mettre des clients à gauche, des clients à droite. Ça, c'est votre stratégie à vous. Là, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Petite parenthèse, les prix sont régularisés au Canada. C'est-à-dire que peu importe dans quel centre de données vous vous trouvez, les prix sont régularisés, au contraire des autres pays. Ça arrive souvent que les prix ne seront pas les mêmes dans deux centres de données différents. Facturation de la bande passante. Ça, c'est un peu tricky. C'est super important à obtenir comme connaissance, comme concept. Donc, ici, deux choses qu'on veut vous transmettre.
les concepts de ce qu'on appelle le egress data, de données sortantes, ainsi que la différence entre les interrégions et Internet egress. Désolé pour les anglicismes, c'est comme ça que ça nous est présenté du côté Microsoft. On veut s'assurer que vous comprenez bien les bons termes, là. Donc, les deux choses ici qui sont super importantes à comprendre, c'est que si on compare la bande passante d'un client, que le client va le payer, mais c'est à l'intérieur de son forfait, mais quand même, il y a des frais pour ce qui est des bandes passantes entrantes et sortantes. Même si c'est inclus dans son forfait, bien souvent aujourd'hui, on est rendu unlimité, etc., etc. Du côté cloud, c'est un petit peu différent avec Azure, c'est-à-dire que tout ce qui rentre à l'intérieur d'Azure, c'est sans frais. Mais ce qui sort à l'extérieur, il y a des forfaits ou des frais qui sont rattachés. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est données sortantes, ce qu'on appelle egress data, public vers les Internets, chaque service a accès à une quantité de données. Souvenez-vous, je fais souvent le parallèle avec nos anciens fournisseurs de téléphonie. On avait le droit avec nos cellulaires à 100 minutes par mois. Par ça, c'était quelques cents la minute supplémentaire. Ben, c'est un peu le même concept ici. Dans la plupart des cas, chaque service, chaque VM vont avoir le droit à 100 gigs par mois de données sortantes. C'est un pool familial. Donc, si on a plus d'une VM, ben, ça va être 200, 300, 400, 500 gigs par mois qu'on va être capable de sortir à l'extérieur, qui vont être à l'intérieur de notre forfait. Donc, si on l'utilise, tant mieux. Si on ne l'utilise pas, ben, tant pis, c'est reseté. Petite parenthèse, la facturation Azure est du premier au dernier du mois. Donc, tout ça pour dire que chaque VM, chaque service a une quantité prédéfinie dans son forfait pour sortir à l'extérieur. Honnêtement, pour ce qui est des files serveurs ordinaires, pour ce qui est des AVD, 100 gigs par mois, d'habitude, c'est suffisant. Mais ça dépend toujours de l'usage, évidemment. On a des clients qui poussent beaucoup d'informations vers les Internets. Donc, eux, oui, effectivement, ça peut être un enjeu. Il faut évaluer à ce moment-là. Il faut regarder les autres plateformes de communication qui sont à notre disponibilité pour bien mettre les œufs dans les bons paniers. Bon point, effectivement, Pierre-Marc, je viens de voir au niveau des backups. Je vais en parler tantôt. Là, tu viens de vendre mon punch. Donc, blague à part, donc ici, il faut faire bien attention de ce concept-là. Il faut bien le comprendre. Ensuite, ça c'était pour la bande passante vers les Internets directement. Et ensuite, on va avoir des bandes passantes entre les centres de données. Les règles sont différentes. Donc, si on vient voir ici le petit encadré, donc on va avoir le droit à 5 gigs par mois interrégion, donc entre les deux centres de données, Canada Est et Canada Centre. Et on va avoir le droit à 100 gigs par mois sur les Internets directs carrément. Donc, comme Pierre-Marc, il vient de mentionner justement dans le chat, au niveau des backups, il faut faire attention. Si on fait des backups publics vers une autre plateforme, par exemple vers IT Cloud avec Backup en ligne, si on fait des backups vers Acronis, par exemple, que nous, on est distributeur aussi, ben ça, va falloir calculer, évidemment, il va falloir estimer combien va être le poids des données qu'on va envoyer à l'extérieur. On va falloir aussi calculer si on fait des backups à l'intérieur d'Azure. Parce que si on fait des backups vers le même centre de données vers lequel on est assis, il n'y aura pas de frais parce que tout ça, c'est du trafic interne. Mais si on fait du trafic interrégion, c'est-à-dire qu'on envoie nos backups dans un autre centre de données, on va parler un petit peu plus tard, bien là, à ce moment-là, il va y avoir des frais par rapport à ça si on dépasse le 5 gigs par mois. Mais encore là, ça dépend toujours de la quantité de données. Mais je vous rassure tout de suite, là, on parle aujourd'hui ça a augmenté, c'était 12 cents le gig supplémentaire. Fait que c'est pas une cassure quand même. Mais il faut le prendre en considération, évidemment. Allons voir pour les concepts de sauvegarde, là où est-ce qu'on s'enlignait, justement. Donc, une autre question qui nous vient souvent, dois-je faire des backups? Ben, la réponse est oui, évidemment, mais où est-ce et comment est-ce que je dois faire les backups dans Azure? Évidemment, on ne se le cachera pas, votre VM est dans le cloud. Elle n'est pas protégée nécessairement. Oui, les disques durs, ils le sont. Ça, évidemment, aussitôt qu'on a un storage account, c'est-à-dire un disque dur ou un entreposage de données, il va y avoir trois versions de la même donnée, du même disque à l'intérieur du même centre de données, à l'intérieur du même SAN. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Elle va être répliquée trois fois.
Mais la VM, proprement dit, elle aussi, il faut la backuper parce qu'on s'entend tous, hein, au niveau de la réplication. S'il y a une corruption à gauche, elle va être répliquée à droite. Là, ce qu'on est en train de parler, c'est du côté des sauvegardes. Question de sauvegarder, d'extraire les données, des encapsuler vers un autre médium. C'est-à-dire que s'il y a une encryption, ben, il ne sautera pas vers les versions précédentes. On est en train de mettre une séparation avec le versioning. Là, si on est en train de faire un comparatif avec SharePoint, c'est pas la même chose ici. On parle vraiment de backup. Donc, sous Azure, il y a déjà un service de backup. Donc, il n'est à vous que de l'activer. Ce n'est pas un logiciel, c'est vraiment un service. Donc, c'est une interface qu'on peut activer pour backuper un disque dur, par exemple. Et à partir de là, on va décider à quelle fréquence, quelle quantité, quelle rétention et quelle localisation on lui donne. Donc, évidemment, il va avoir une tarification différente selon l'usage, selon le stockage qu'on va utiliser. On a des concepts de rapidité de recouvrement, évidemment. Donc, on peut envoyer notre stackage dans la partie froide du data center, dans l'archivage, ou on va la garder du côté chaud pour faire du recouvrement rapide. Ça, lorsqu'on vous accompagne pour faire des estimés d'utilisation pour le Azure Price Calculator, on vous explique tout ça, là, ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va voir d'ailleurs dans la deuxième session, là, à notre prochaine rencontre. On va aller un peu plus creux de ce côté-là. Recouvrement flexible, évidemment, contenants et contenus, c'est-à-dire qu'on est capable de recouvrir une machine ou de recouvrir un fichier répertoire à l'intérieur d'un disque. On a ces méthodologies-là qui sont disponibles, évidemment. Le type d'entreposage, comme je disais tantôt, on est capable de mettre des backups localement à l'intérieur du même centre de données ou les mettre géoredondants, comme on peut voir le petit encadré derrière. Donc, on est capable de mettre des œufs dans des paniers différents, c'est-à-dire d'avoir nos VM à Québec et de mettre nos backups à Toronto. Donc, ça nous offre une certaine garantie, une certaine robustesse là, de ce côté-là. Si jamais on pourrait avoir un désastre dans un centre de données, évidemment, il y a des façons de protéger de la côté de Microsoft dans un centre de données, mais n'oublions pas, hein, verglas, désastres naturels, on va parler malheureusement du 11 septembre, tornades, etc., etc. C'est des événements qui sont hors de notre contrôle, qui, on sait malheureusement, sont déjà arrivés. Hein. On va juste parler du verglas au Québec, il y a quelques années. Ça nous rappelle quelques aventures. Donc, ça, c'est des réalités. Euh, Ici, l'idée, c'est d'offrir le meilleur service de recouvrement possible aux clients. Si on veut, on peut mettre les données ailleurs. Évidemment, il y a des frais par rapport à ça. Quand on arrive dans l'Azure Price Calculator, on est là pour vous expliquer le tenant aboutissant de tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va voir d'ailleurs justement aussi dans la deuxième rencontre. À l'extérieur d'Azure, fait que oui, évidemment, le premier point, les données sortantes, hein, on parle de ça depuis tantôt, les egress données. Donc, on est capable de sortir des données à l'extérieur, mais il faut faire attention aux frais qui vont être engendrés. À ce moment-là, c'est pas évident, c'est de savoir combien de données qu'on va envoyer à l'extérieur. C'est un peu dur à évaluer parce que ça dépend de la fréquence, ça dépend de la quantité de données aussi qu'on va envoyer. On peut faire une évaluation, mais c'est pas évident, honnêtement. La plupart du temps, on le voit après usage. La tarification va différer selon les services où est-ce qu'on va s'en aller. Comme exemple, les petits encadrés en bas, Backup à ligne ou Acronis. Évidemment, il va y avoir un service qu'il va falloir payer en supplémentaire avec un autre abonnement. Le temps de recouvrement, hein, on ne se le cachera pas, les données vont à l'extérieur de Azure. Donc, quand on vient pour recouvrir, il faut les réhydrater, il faut les remettre à l'intérieur de Azure. La plupart du temps, les bandes passantes sont quand même assez rapides. C'est que ce n'est pas un gros showstopper, mais quand même. C'est un avantage. On peut mettre les œufs dans un panier extérieur, mais en même temps, cette feature-là devient un désavantage parce qu'ils sont justement à l'extérieur. Recouvrement, si on a un forfait, il faut faire attention. Il y a des plateformes qui nous demandent de payer pour faire des recouvrements. Ce n'est pas le cas présentement, là, comme chez Backup Hunting, entre autres, mais il faut faire attention c'est quand on fait affaire avec d'autres services là, de ce côté-là. Là. Fait qu'il ne faut pas avoir de surprise. Il faut bien accompagner le client dans la bonne technologie, avec les bons objectifs et selon les besoins du client. Ah oui, surprise. Ah oui, c'est vrai. Il ne faut pas oublier la bande passante. Là. On en parle depuis tantôt, c'est correct.
On change de registre. On va parler un peu d'argent. On va parler des ristournes et des marges chez Itecloud. Donc, en tant que revendeur, vous avez évidemment, vous profitez de l'offre de service de Azure. Donc, il faut être conscient de ça. C'est un avantage qu'on a chez nous. Donc, à travers le programme partenaire global, la documentation qui est déjà disponible dans votre portail Itecloud, donc, vous êtes capable d'aller chercher la documentation. Fait que selon votre niveau de partenariat, si vous êtes voyons, or, argent, platine, etc., les niveaux vont avoir un impact directement sur le pourcentage de ristourne et de marge, selon votre type de facturation direct ou indirect, et si vous payez par carte de crédit ou pas. Donc, je vous invite à aller voir la documentation de ce côté-là pour voir votre pourcentage de marge ou de ristourne que vous pouvez avoir là, directement chez nous avec Azure. Petit crochet, petit clin d'œil. Microsoft ont renommé l'ancien programme le Microsoft Partner Network. Donc aujourd'hui, qu'on appelle le Microsoft AI Cloud Partner Program. Donc évidemment, ça, c'est un programme en tant que revendeur qui vous permet d'avoir accès à certains bénéfices. Exemple, à des licences de produits, à accéder à des services d'assistance, à avoir des crédits de Azure aussi. Selon votre niveau de partenariat, vous pouvez avoir une souscription Azure qui est sponsorisée du côté MPN. Donc, vous êtes capable de faire des preuves de concept, des tests, des formations. Vous faites ce que vous voulez à l'intérieur de votre souscription. Donc, vous êtes capable de jouer du côté Azure. Aussi, vous avez certains incitatifs qui vous permettent d'avoir un peu plus d'argent du côté Azure et certains avantages du côté marketing. Vous êtes capable d'avoir des accompagnements. Donc, je vais vous pousser dans le chat. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à ça, je vous invite à communiquer avec notre directrice au succès des partenaires, Majida. Je vous pousse dans le chat l'adresse courriel de Majida. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous invite justement à communiquer avec elle. Aussi, dans un autre ordre d'idées, j'ai Steve Noël la semaine passée, ou voilà 2 semaines, qui a fait une belle présentation, un beau webinaire de ce côté-là. Maximisez votre potentiel avec le partenariat Microsoft. Je vous mets aussi le lien dans le chat. Donc, un beau webinaire à aller consulter pour avoir des connaissances un peu plus approfondies, l'historique, où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce que ça mange en hiver. Donc, Steve nous explique bien à ce moment-là le nouveau programme, comment on fait pour mettre ça en place, comment on fait pour en profiter. Donc, 2 belles ressources là, que je viens de vous mettre dans le chat. On revient ici. Prochaine slide. La mécanique de facturation. Bon. Ceci est un sujet un peu plus complexe, un peu plus compliqué. On sait comment c'est Microsoft. C'est pas toujours facile, mais on est là justement pour vulgariser, pour expliquer tout ça. Donc, ce qu'on veut vous montrer, c'est que à la base, une machine dans Azure, on est en mode Pay as you go, utilisateur payeur. J'ai fait référence à quelques reprises tantôt. On paye pour ce qu'on utilise à l'heure, tout simplement. Donc, on a les concepts de licence et les concepts d'infrastructure aussi. On va payer pour l'utilisation qu'on en fait. CPU et RAM, disque dur, carte réseau, backup, etc., etc. Donc, on va payer pour ce qu'on utilise. L'idée de base du côté Azure, si on recule très longtemps, c'est qu'on pouvait démarrer une machine et l'utiliser de façon spontanée, disons ça comme ça, ou sporadique, et on la fermait quand on avait besoin. Donc, les prix Pay as you go, on le sait, ça fait peur un petit peu, c'est quand même assez élevé, mais l'idée derrière ça, c'est que c'est pour une utilisation temporaire. C'est de faire du Pay as you go. On le sait, hein, quand on signe des contrats, quand on fait des commitments, on va toujours avoir des prix qui vont être un peu plus abordables, ça va être préférentiel, ça va être un peu plus accessible. Donc, Microsoft sont probablement différents des autres. On est capable d'aller chercher des commitments ou des agreements qui nous permettent d'avoir des prix un peu plus compétiteurs. La première des choses qui va être disponible, c'est le Azure Hybrid Benefit, c'est-à-dire qu'on va être capable d'aller passer la licence en mode location, en mode
Genre acquisition. On va payer la licence à l'avance. Évidemment, je vous vois venir avec vos questions, puis les différents verticales de revente ne sont pas tous accessibles de ce côté-là. C'est-à-dire que ici, ça donne la possibilité au client d'apporter sa propre licence. Malheureusement, il n'y a que deux façons de faire d'apporter les licences chez Azure, soit avec un software agreement qui vient d'un agreement, excusez, avec un software assurance qui vient d'un agreement de Microsoft. Donc, la plupart du temps, c'est des clients quand même avec des grosses infrastructures qui ont ça. Ou sinon, en mode CSP chez nous. Donc, vous avez la possibilité de louer à l'avance avec des contrats de 1 an ou 3 ans des licences de Windows. L'économie est quand même assez intéressante. On va voir ça du côté Azure Price Calculator dans la deuxième session, dans la deuxième présentation. Mais à long terme, moyen et long terme, il y a beaucoup d'économies à faire de ce côté-là pour sauver des licences de Windows Server. Ensuite, on va avoir les instances réservées, les Reserve Instances. Ça va nous permettre. Oh, OK, j'ai un désordre dans mes slides. Ça va nous permettre de passer des ressources en mode Pay as you go vers un mode de paiement qui est réservé à l'avance. On va en voir les détails tantôt. Et on a les saving plans aussi. Je vous fais une histoire courte vite vite. Là. Les Reserve Instance sont peut-être pour les petites entreprises et les Saving Plans sont pour les grandes entreprises. On va faire une séparation tout de suite, mais on va voir ça un peu plus en détail tantôt. Donc, la façon que je l'exprime souvent, c'est que les Reserve Instance sont un peu comme des certificats cadeaux. Vous allez le voir tantôt avec les images. Donc, on peut consommer un produit-service spécifiquement dans une branche, dans un vertical ou dans un silo. Tandis que les saving plans sont un peu comme une carte de crédit prépayée. On peut l'utiliser n'importe où, n'importe comment. Évidemment, les avantages et les engagements sont légèrement différents. On va voir ça en détail tantôt. Bon, enfin, le reste de mon dessin dans le désordre que je voulais vous montrer. On va tout faire apparaître, ça va être moins compliqué. Et voilà. Donc, comme on peut voir, les Reserve Instance, c'est l'idée de passer de mode de facturation de l'heure à au mois par année. On peut avoir l'upfront aussi, mais la plupart du temps, évidemment, les clients restent mensuels. Donc, ça nous permet de profiter d'un avantage économique sur certaines ressources, comme les instances, les disques durs. Les cartes réseau ne le sont pas, malheureusement, ne sont pas là, mais les backups aussi. Évidemment, il y a des grosseurs, des spécifications, des conditions un peu particulières à répondre selon les types de ressources qu'on va utiliser. La plupart, pour ne pas dire systématiquement, on va toujours mettre des reserve instances au niveau des instances, le nom le dit, évidemment, pour être beaucoup plus compétitif. J'ai oublié les pourcentages, là, il me semble que ça varie entre 40 et 70 d'économie pour l'instance. C'est quand même assez intéressant. Donc, si on continue notre petite aventure, les saving plans pour les grandes entreprises, ceux-là vont s'appliquer sur des services et des ressources un peu différentes des reserve instances, mais ça va s'appliquer sur la souscription au grand complet. Au contraire des reserve instances qui sont applicables dans un centre de données. On va voir les différences tantôt. Mais encore là, c'est de passer du mode à l'heure aux mensualités par mois, tout simplement, ou par année. Donc, ici, il y a beaucoup d'informations dans ce petit dessin-là, mais j'ai essayé de le simplifier le plus possible. L'idée ici, là, si vous avez quelque chose à vous rappeler, là, c'est qu'à la base, quand vous démarrez, vous êtes toujours en pay as you go. Donc, vous payez à l'heure et c'est tout. Et on a des moyens de passer à des modes de facturation différents pour passer à des facturations mensuelles ou annuelles. Évidemment, quand on fait des commitments, on a un meilleur prix. Gardez ça en tête, tout simplement. Petite note, j'ai fait aussi une formation supplémentaire, juste pour ça, pour la mécanique de facturation, là, de A à Z. J'ai fait une présentation qui prend pas loin de 1 heure pour démystifier tous les modèles de facturation, Pay-as-you-go, Reserve Instance, etc., etc. Le but n'est pas là aujourd'hui, mais si jamais vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations pour savoir d'où vous arrivez, où est-ce que vous êtes, puis où est-ce qu'on s'en va par rapport à ça, ça me fait plaisir, il n'y a pas de trouble. Ça pourrait peut-être être même un sujet qu'on pourra couvrir à la prochaine présentation. Mais juste pour ça, là, en une slide, je vais résumer en 2-3 minutes, là, mais il y a beaucoup plus d'informations que ça à l'équérir si vous voulez être en mesure de tout manipuler. Là. C'est quand même assez bon de savoir d'où est-ce qu'on arrive par rapport à ça. Là. Fait que si vous avez besoin, faites-moi signe, je pourrais one-to-one, je pourrais vous montrer ce genre de slide-là une autre occasion. On continue.
Deep dive un petit peu au niveau des concepts de facturation. On va faire afficher mes petites animations. Donc, comme je disais tantôt, au départ, lorsqu'on démarre une souscription Azure, on est en pay-as-you-go. Vous payez pour l'utilisation que vous en faites. Ce n'était pas pour des engagements à long terme, comme je disais tantôt, c'était plus pour spontané, sporadique. On a la possibilité de switcher en instance réservée, là où on va rencontrer des contrats de 1 an ou 3 ans. On va en voir tantôt là, dans les détails, mais grosso modo, c'est des commitments qui sont ouverts. Donc, stressez-vous pas, même si c'est des contrats d'1 an, 3 ans. Aujourd'hui, je fais attention à ce que je dis, puisque Microsoft peut changer la donne n'importe quand, il n'y a pas de frais de terminaison hâtifs. Donc, en tant que revendeur, vous êtes autonome pour les mettre en place. Quand vous avez besoin de faire des modifications, quoi que ce soit, des annulations, vous devez passer par nous, le distributeur. Et si jamais vous avez besoin de le canceller ou quoi que ce soit, ben, on le fait n'importe où, n'importe quand. Simplement nous ouvrir un ticket de service technique et puis nos spécialistes vont vous accompagner dans l'annulation ou le remboursement ou la modification des reserve instances. Celles-ci sont des commitments, mais ouverts. Donc, il n'y a pas de frais de pénalité pour le moment. Je fais attention à ce que je dis, évidemment, parce que Microsoft pourrait changer ça n'importe quand. Les saving plans, c'est pas tout à fait la même chose. Les engagements sont fermés. Eux, il n'y a pas de possibilité de cancellation. Il n'y a pas de politique d'annulation. Donc, c'est pour ça qu'au début, on disait qu'on n'était pas trop chaud à l'idée, mais là, avec le temps, tranquillement, on s'aperçoit qu'il y a des places à utiliser ça. Mais comme je disais tantôt, c'est plus pour les grandes entreprises, dans le sens que c'est bon dans plusieurs centres de données. Mais dans la PME, c'est quand même assez rare qu'on a des clients qui sont spreadés à travers le globe. Mais quand on en a, c'est là où ça prend tout son sens. On va expliquer ça un petit peu plus en détail tantôt. Et on a le petit dernier, les spot instance. C'est quand même assez rare qu'on voit ça. L'idée, c'est d'acheter de la capacité de calcul qui est non utilisée. Les graines au bout là, que Microsoft ne réussisse pas à utiliser dans le serveur. Donc, si ma mémoire est bonne, on a jusqu'à 90 d'économie. C'est quand même très, très, très intéressant. Mais n'oublions pas que les machines peuvent être arrêtées on the spot. C'est un petit peu tannant. Quand on fait des charges de calcul, quand on fait des tests, des trucs comme ça peut être intéressant. Mais quand on fait de la productivité, plus ou moins, là, on veut que nos machines roulent 24/7, on s'entend. Là. Fait que c'est plus ou moins une bonne idée dans le cas de figure d'une PME là, pour la production. Donc, on en a quelques partenaires qui jouent avec ça, mais c'est vraiment des cas très, très précis. Là. On continue notre petite aventure. Donc, la façon d'optimiser les coûts de facturation Azure, on revient au Reserve Instance puis au Saving Plan, parce que comme je disais tantôt, Pay as you go, vous payez pour l'utilisation et c'est le tarif à l'heure. Donc, quand vous faites des commitments, ben là, vous allez avoir des économies. On parlait tantôt des Reserve Instance, c'est jusqu'à 72 puis les plans d'économie, les Saving Plans, c'est jusqu'à 65 comme je disais tantôt, le premier, c'est un peu comme un certificat cadeau. Donc, il faut l'utiliser dans un service spécifique, dans une région donnée, dans un data center, soit Québec ou Toronto. On ne peut pas déplacer un certificat cadeau, on ne peut pas déplacer un Reserve Instance. Au contraire du Saving Plan, qui, lui, est applicable sur certains services, mais dans une souscription. Mais peu importe où est la souscription. Si on a des serveurs à travers le monde, ce n'est pas de problème, ça va s'appliquer. On ne peut pas appliquer les deux avantages en même temps, mais on peut les appliquer sur la même souscription. Par exemple, si on a une souscription avec un serveur, avec un CPU, une RAM, un disque dur, etc., le plus avantageux va passer en premier. Évidemment, ça va toujours être la Reserve Instance, dans la plupart des cas. L'économie va s'installer sur l'instance elle-même. Et le reste, s'il est admissible, ben, c'est le Saving Plan qui va passer. La Reserve Instance a une politique d'aliénation, comme on disait tantôt. Donc, c'est aligné avec la réalité d'une PME qui a des serveurs dans un centre de données. Tandis que les saving plans, c'est sans politique d'annulation. Donc, c'est un peu plus pour les grandes entreprises qui ont plus de 2 centres de données ou est-ce qu'ils déménagent le serveur d'un à l'autre, les services, etc., etc. Là où ce que je voulais m'en aller par rapport à ça, c'est que au niveau de la facturation, au niveau de l'estimé, les Reserve Instance, honnêtement, on met ça pas mal jour 1 où on n'attend pas trop longtemps.
OK? Comme je disais tantôt, c'est un commitment qui est ouvert. Donc, why not? On met ça le jour 1, ça nous permet aux clients d'utiliser l'économie. Disons ça de même. Il y a quelques années, on disait d'attendre quelques semaines, quelques jours. Aujourd'hui, on a aiguisé notre crayon un peu plus, puis on n'est pas gêné. On peut mettre ça en place là, jour 1. Si on a besoin, si on s'aperçoit que la machine est trop performante, pas assez performante, ben on la modifie et on n'oublie pas, hein, s'il te plaît, attention, de modifier la souscription supplémentaire, c'est-à-dire la Reserve Instance par elle-même. Hein. Ça ici, c'est ultra important. Ces souscriptions supplémentaires-là de Reserve Instance et plan d'économie, parce que c'est des commitments, sont indépendants des serveurs et des services. Donc, si vous avez un serveur avec une taille X, vous devez prendre la Reserve Instance avec la taille X. Mais si vous changez votre VM vers Y, il ne faut pas oublier de changer la Reserve Instance qui va avec. Hein, il faut que les deux soient toujours de la même grosseur. Il y a différentes méthodologies d'utiliser un pourcentage de Reserve Instance. On n'ira pas dans cette direction-là aujourd'hui, mais gardez l'idée que les deux doivent être toujours de la même couleur, la même forme, etc., pour que l'économie se mette en place. Et ils sont associés, mais indépendants tout à la fois. Donc, si vous annulez puis vous délitez une VM, il ne faut pas oublier d'aller déliter ou de modifier la Reserve Instance qui va avec. Les deux vont ensemble, mais sont indépendants. Je fais souvent le comparatif avec le monde automobile. Demain matin, si vous achetez une auto, vous allez contracter une assurance, un CA, etc., etc. Mais la journée où vous vous débarrassez de votre voiture, n'oubliez pas d'aller vous canceller vos souscriptions de CA, assurance, etc., etc. Exactement le même concept. Donc ici, si on voudrait garder quelque chose de simple, qu'est-ce qu'il faut se rappeler de tout ça? C'est que les Reserve Instance, dans la plupart, pour ne pas dire tous les cas, on va toujours mettre ça en place pour avoir un prix compétitif parce que c'est une utilisation à long terme. Donc, on va passer de pay-as-you-go à Reserve Instance. On va avoir un graphique tantôt qui va nous expliquer la facturation de ce concept-là. On retourne ici. Les licences AVD. Donc, pour ce qui est proprement dit, pour AVD, pour y avoir accès, on a différentes façons. On parlait tantôt au niveau, je vais retourner à ma slide là, pour bien nous expliquer. Donc, ici, on a le concept de licenciement d'une VM. Il faut payer pour l'infrastructure ici et il faut payer pour les backups. Donc, au niveau de la licence proprement dit, si on parle d'un Windows Server, il faut payer un concept de licence. Comme je disais au départ, on peut passer de pay-as-you-go à Azure Hybrid Benefit. Donc, soit qu'on paye à l'heure notre location, ou soit qu'on apporte notre licence en Software Assurance ou en CSP, comme j'expliquais. Du côté AVD, c'est un petit peu différent. Donc, au lieu d'être un Windows Server, c'est un Workstation. La particularité de ça, c'est que si je fais un petit clin d'œil au RDP, il fallait avoir des RDS CAL. Du côté AVD, les droits d'accès, c'est des VDA qu'on appelle, des Virtual Desktop Access. Et ce dernier est inclus dans des SKU Office 365. C'est ça la beauté de la chose. Si je retourne donc à ma slide, celle-là ici, donc, je vais tout faire apparaître mon stock et voilà. Donc, ici, pour bien vous expliquer, le droit d'accès pour une machine est par utilisateur. Donc, ce droit d'accès-là est déjà inclus dans certains forfaits. Entre autres, dans Business Premium. Oh, ma slide a été francisée, je m'excuse. Oh là là, ici, Microsoft 365 Business Premium. Je m'excuse, ce n'est pas Enterprise Premium qu'on devrait voir. Oh, on va faire un petit call chez Microsoft de ce côté-là. C'est une capture d'écran que j'ai été chercher chez eux. Donc, Business Premium va inclure les droits VDA, le F3 aussi, ainsi que le E3 et le E5. Il y a différentes façons un peu plus ciblées d'avoir des droits seulement utilisateurs. On n'en rentrera pas dans ce concept-là aujourd'hui parce que c'est des choses un peu plus particulières, un peu plus nichées, mais si jamais vous en avez besoin, oui, effectivement, seulement pour un utilisateur, on pourrait y avoir accès. L'idée ici, là, c'est de bien décortiquer que, quand je retourne à ma slide précédente, qu'il faut que je paye pour mon infrastructure et que je paye pour mon accessibilité et mes logiciels.
La plupart du temps, quand on va parler d'AVD, on va avoir besoin de la suite Office et on va avoir besoin des services Exchange aussi. Là est l'idée justement d'utiliser Business Premium. C'est lui le Hero SKU qu'on devrait utiliser aujourd'hui. Donc, lui, il va nous donner la possibilité d'avoir l'accès VDA pour AVD. Il va nous donner accès à la suite Office, parce qu'à partir de Business Premium, on peut utiliser et installer la suite Office en multi-utilisateur, l'ancienne suite qu'on appelait Pro Plus, il y a plusieurs années. Et en plus, il va nous donner accès aux services en ligne. Exchange, SharePoint, Teams, etc., etc. Donc, dans la plupart des cas, on va avoir celui-là. On va le voir dans un autre graphique tantôt, là, que je vous explique la différence et les avantages de chacun. Oui, effectivement, on peut y aller aussi avec un Windows Server. Donc, si pour une raison particulière, votre client a une application qui roule juste à partir d'un Windows Server et non pas d'un Workstation, parce que c'est un ancien programme qui a été codé aux États-Unis ou avec Access ou quelque chose de genre, bref, qui ne marche pas sur un Workstation, on a la possibilité aussi d'utiliser AVD du côté Windows Server. Hein, on se rappelle, oups, pas ce que je voulais faire, je voulais tasser dans mes slides, je voulais aller chercher celle-là ici. Hein. On se rappelle que j'ai le droit aussi d'utiliser un serveur comme étant le système d'opération derrière AVD. On se souvient hein, que je me connecte en 4.4.3 au lieu de me connecter en RDP, tout simplement en 33.89. Je retourne ici, comme ça. Donc, oui, effectivement, j'ai la possibilité d'utiliser un Windows Server 2016 et plus. Donc, à ce moment-là, l'enjeu, si ça peut en être un, va falloir aller chercher les RDS Cal, comme je disais tantôt. Parce qu'on ne sera plus avec un workstation, mais on va être avec un serveur. Donc, les règles d'accès vont être différentes. La technologie va être la même. On va utiliser le 4.4.3 avec le back-end, le proxy de Microsoft et toute la patente. Mais par contre, on va pouvoir utiliser des licences RDS avec des cales. Tout ça est disponible chez nous, évidemment. Quand on utilise ce genre de scénario-là, on est là pour vous accompagner, pour faire l'estimé d'utilisation de ce côté-là. Ça, il n'y a pas de souci. La différence entre les deux, comme je disais tantôt, si vous avez un client avec une application ou un produit ou un service qui est particulier, c'est pour ça qu'on va aller avec Windows Server. Sinon, dans la totalité des autres cas, on va aller avec un Windows 11 ou un Windows 10 en Workstation. L'expérience utilisateur va être plus simple, plus facile, et la gestion va être plus facile pour vous, évidemment, au contraire d'un Windows Server, malgré que tout le monde était habitué là, dernièrement, mais ce n'est pas la même chose. Les licences, proprement dit, tout à faire apparaître mes slides. Et la dernière, toujours valider les prix, évidemment, parce que c'est assujetti à changement. Donc, voici les scénarios typiques avec les types de licences qu'on pourrait utiliser. De AVD pour une raison X, vous avez un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs qui a déjà ses applications maison, qui a fait du punch, par exemple, quelque chose de genre, ou ben donc qui veut utiliser Lotus 1, 2, 3 ou peu importe, là, ça trahit un peu mon âge, mais vous comprenez le concept, quand on a un utilisateur qui a juste besoin de Windows, on a la possibilité, soit avec E3 ou E5, avec des frais minimalistes, pour avoir accès à AVD tout court. L'autre scénario, vous avez des utilisateurs qui ont besoin de la suite Office en ligne et avec Teams. Oui, oui, oui. À ce moment-là, on va avoir F3 qui va nous donner cette opportunité-là à 10,90. Encore là, je vous invite à valider les prix toujours. Sinon, la suite totale avec AVD, Office installé, version Pro Plus, qu'on va parler tantôt, avec Teams, le HeroesQ Business Premium, sinon E3 et E5. OK? Je démystifie quelque chose ici, puisque je me fais souvent poser la question. Donc, AVD a besoin des licences VDA qui sont incluses dans les SKU Office 365. Au contraire de serveurs RDP qui ont besoin des RDS CAL, ceux-ci ne sont pas inclus avec aucun des SKU. Donc, il faut absolument aller chercher les CAL qu'on a de besoin. On a encore accès aux anciennes CAL server au niveau user et device. Comment on fait pour départir les deux? Ben, est-ce qu'on a un utilisateur qui peut se promener sur chacun sur plusieurs périphériques? Donc, on va y aller avec des jeux cales. Est-ce qu'on a plusieurs utilisateurs qui utilisent un seul et même device? Si oui, on va y aller avec un device cal. Scénario typique, des gars qui sont dans une shop qui font du punch ou de l'entrée de données avec 3 quarts de travail différents, on va y aller avec un device cal à ce moment-là. C'est possible, effectivement. Pardonne-moi Donc, l'interruption. oui.
Sébastien. Est-ce que tu avais Vas-y. répondu tout à l'heure à la question? Quelqu'un demandait est-ce que Business Premium ne donne pas de licence Windows 11, mais ça donne pas une version supérieure de système d'exploitation. On n'est pas capable de Mhm. passer de 10 à 11, mais ce qu'on est capable de faire, par contre, c'est passer à un niveau supérieur, disons, Ouais. à l'intérieur de Windows 10. Alors, si tu pourrais peut-être élaborer là-dessus, Sébastien. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, dans le fond, la version, le SKU Office 365 Business Premium, ce que ça vous donne la possibilité, c'est de changer d'édition de Windows vers la plateforme Enterprise. Donc, ici, il faut décortiquer les concepts entre le système d'exploitation et les éditions de celui-ci. Donc, il y a différentes versions. Tout le monde sait qu'il y a Windows Home, Windows Pro, et après ça, il y a Windows Enterprise. Donc, la possibilité que nous donne Office 365 Business Premium, c'est de passer de Pro à Enterprise. Honnêtement, ça va être utilisé dans des cas très particuliers. Par exemple, des gens qui voudraient utiliser des fonctionnalités avancées dans Azure avec la version Enterprise. Mais encore là, on va utiliser ça dans des cas spécifiques, par exemple, au niveau on-prem. On va pas vraiment mettre ça du côté AVD. On pourrait, effectivement, mais notre machine AVD est déjà, on peut déjà la gérer avec Intune. Donc, ça sera à voir, ça sera du cas par cas. Mais non, non, je confirme que ça nous permet d'avoir accès à une édition particulière. Alors, justement, un autre avantage de Business Premium, alors non seulement on a la licence d'accès client pour notre machine AVD dans le cloud, on a même la licence d'activation partagée, là, la Share Computer Activation, qui nous permet, comme Sébastien nous l'a montré plus tôt, d'utiliser notre suite Office dans cette machine-là, dans le cloud. Mais en plus, pour ceux où le besoin existerait, on a justement cette possibilité-là de monter d'édition de version Windows sur le poste de travail. Ouais, exact, exact, en plein ça. Et je vais aller surenchérir un tout petit peu. Du côté Windows, aujourd'hui, il est possible de déployer justement un Windows 10 ou un Windows Server, l'édition que vous avez besoin. On n'en a pas parlé tantôt, mais c'est quand même assez bon, dans le sens que du côté infrastructure, comme je disais au tout départ, vous êtes responsable des logiciels ou des systèmes d'opération que vous déployez. Donc, demain matin, si vous voulez en faire la mise à niveau, parce qu'on parle d'édition de Windows ici, donc je vais me permettre de parler de version aussi. Donc, si vous voulez passer, exemple, de Windows 10 à Windows 11, il vous appartient d'en faire la mise à niveau, un in-place upgrade qu'on appelait à l'époque quand on était on-prem. Donc, les concepts d'avant s'appliquent aussi quand même à travers Azure parce que vous êtes en infrastructure Azure Service. Vous vous occupez de votre propre plateforme. On parle aussi de Office 365 ici avec la suite Pro Plus. On apporte un point ici qui est quand même assez important. C'est vrai, j'aurais dû rajouter une slide de ce côté-là. Au niveau du déploiement du système d'opération, Microsoft est assez clair au niveau des licences. Comme je disais tantôt, on part de pay-as-you-go avec Azure Hybrid Benefit. Donc, soit qu'on apporte avec un Software Assurance ou avec CSP. Mais du côté applicatif, c'est un peu sur le même concept. Je faisais attention tantôt d'utiliser le terme Pro Plus, l'ancienne appellation, mais du côté Office, c'est un peu le même concept que on ne peut pas utiliser dans Azure des licences perpétuelles. Je vais le dire autrement, du côté Azure, ce ne sont que des licences par location qu'on peut mettre, c'est-à-dire système d'opération, toute la suite Windows, évidemment, Workstation au serveur, mais du côté applicatif aussi, SQL, Office, RMS et RDS, donc tout ce qui est application Microsoft, on doit avoir des abonnements. Je vais le dire autrement. Comme on peut voir présentement dans ma slide, j'ai pris des captures d'écran de notre carte, mais des souscriptions. J'ai omis volontairement de mettre des captures d'écran au niveau des licences perpétuelles, parce que les perpétuelles ne sont pas admissibles dans Azure. C'est une question qui revient souvent, ça. Fait que demain matin, si vous voulez installer ou déployer un logiciel Microsoft, assurez-vous qu'il soit admissible à Azure, c'est-à-dire en souscription.
et non pas de façon perpétuelle. Puis évidemment, les canaux de distribution, là, on tombe un peu plus deep, là, mais les autres canaux de distribution, pour ne pas les nommer, là, MSDN, MPN, SPLA, etc., etc., ne sont pas admissibles, évidemment, du côté Azure quand on est en commercial comme ça. Microsoft, évidemment, du côté marketing, ils y ont pensé. Donc, si vous avez des questions de ce côté-là, je suis là pour ça. Ça m'a fait plaisir. Bouquez-moi un rendez-vous. On va regarder d'où vient votre client, où est-ce qu'il est, puis comment on peut faire l'architecture de ce côté-là, du côté licensing, pour être en bonne et due forme et être légal. Parce que jusqu'à date, on n'a pas eu d'écho, on n'a pas eu d'expérience, mais éventuellement, ça pourrait arriver que Microsoft débarque chez un client, comme qu'il faisait on-prem avec le BSA, par exemple, et demande justification au niveau des licences. Et n'oublions pas, du côté Azure, tout est géré dans le portail. Donc, Microsoft a une visibilité sur ce qui se passe. On se souvient par le passé, quand le BSA débarquait, il nous demandait de passer un petit tool automatique avec un export en Excel qui nous disait toutes les licences utilisées, etc., etc. C'était manipulable à la rigueur. Mais du côté Azure, ça ne se passera pas tout à fait de la même façon. Comme je disais, ils ont un regard sur le portail. Donc, l'information est déjà là. Donc, c'est des locations et non pas des perpétuels. Donc, les licences, il faut être admissibles ou assujettis aux droits du côté Azure. Tudou. Ensuite, prochaine slide. Sylvain, je te passe la parole pour celle-ci. Oh, Sylvain est toujours là. Donnez-moi, oui, justement, on parlait des avantages de Business Premium. Alors, vraiment, le Heroes Q, le produit le plus avantageux dans la famille 365 dans les licences business. Alors, c'est vraiment Business Premium. Non seulement du fait justement que là, c'était pertinent aujourd'hui là, à cause de notre discussion Azure, mais on a notre licence d'accès client pour notre machine AVD. On est capable d'utiliser la suite de nos outils de productivité M365 sur notre machine virtuelle. On est capable de rehausser l'édition et aussi on va parler de toutes les fonctionnalités de sécurité de Business Premium, chiffrement de courriel, anti-spam, accès conditionnel. On utilise Intune pour gérer nos postes. On a Defender for Business. On vient rehausser justement le comportement de l'antivirus dans notre poste. Alors vraiment, c'est un bon moment de l'année, justement, comme la slide le mentionne, en vertu du fait que Business Premium est à 15 de réduction pour les clients. Alors, si vous avez justement des clients, si vous songez à faire du AVD, utiliser des services virtuels dans Azure pour les clients, ou si vous pensez aussi avoir cette discussion-là au niveau de la sécurité, vous voulez rehausser la sécurité de vos clients, alors c'est vraiment un bon moment de le faire là, au niveau de Business Premium en vertu de la promotion. Alors, c'est sûr que c'est pour les clients où on aurait 300 usagers ou moins. On a encore d'autres promos quand on parle de clients où on a au-delà de 300 usagers. Alors, à ce moment-là, on peut utiliser on va dire, la sécurité de base de la licence E3, mais on peut y aller aussi avec la sécurité, avec toutes les fonctionnalités possibles en mode P2 qu'offre la licence Microsoft 365 E5. Et aussi, c'est un bon moment justement pour, on parle aussi de ce qui est nouveau au niveau des outils disponibles, les droits d'utilisation individuelle ou en anglais les Individual User Rights. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est que vous, comme partenaire ou comme revendeur de produits Microsoft, dépendamment de vos qualifications chez Microsoft, dépendamment de vos désignations de solutions, vous êtes en mesure maintenant d'obtenir des licences gratuites de M365 Copilote. Alors, c'est basé sur un score. Alors, à ce moment-là, Microsoft vous évalue, émet un score et dépendamment du score, eh bien ça vous rend éligible à un certain nombre de licences de copilote gratuites. Et on a aussi notre promo qui s'est prolongée, promo qui originalement était cédulée pour se terminer le 31 décembre, qui était la promo au niveau du rabais de 15 pour quand on achète au-delà de 10 sièges de copilote. Mais maintenant, cette promotion-là a été prolongée aussi jusqu'au 1er avril
justement jusqu'avec Business Premium. Alors, vraiment, ces deux produits-là vont de main en main. C'est que non seulement on est capable de rehausser la sécurité de façon générale, mais on peut aussi décider de la rehausser justement en vertu du fait qu'on pense instaurer une pratique de copilote, d'utiliser copilote, que ce soit dans votre pratique d'affaires ou que ce soit chez vos clients. Et aussi l'autre mention que maintenant Copilote est toujours seulement disponible en abonnement annuel, mais maintenant on peut le facturer mensuellement. Alors, parce qu'il y avait certains clients, il y avait une grosse hésitation initialement lorsque venait le temps de se procurer Copilote à cause que l'abonnement était disponible seulement en facturation annuelle. Alors, ça en décourageait certains là, qui ne voulaient pas débourser un certain montant tout de suite là, au début de l'utilisation de Copilote. Alors maintenant, on est capable de facturer mensuellement cet abonnement-là annuel. Cool, Prochaine super. Un slide. gros. Ouais, Prochaine c'est tout slide. pour moi. Ding! On Ouais. tourne la page. Donc, on s'approche de la fin, malheureusement, tout le monde. Donc, ici, notre prochain rendez-vous, la deuxième session du programme Azure Excellence, session numéro 2, sera le 4 mars 2025. Je vous mets dans le chat. Le lien. Ah, cool. Oui, non, oui, OK. Je vous mets dans le chat le lien vers la page d'événements où ben non, on vous invite à scanner le code QR. C'est-à-dire que le 4 mars prochain, de 10h à midi, la prochaine session numéro 2. Comme on disait au départ, on va regarder un peu plus le Azure Price Calculator. On va faire une démo de ce côté-là. On va parler des trucs marketing, etc., etc. Prochaine slide, YouTube. Je vous invite aussi à aller voir. J'ai-tu envoyé? Excusez, j'ai pas envoyé le bon lien dans le chat. Merci beaucoup. Je me suis trompé de ligne, Sylvain. Si tu peux envoyer aussi le lien pour la chaîne YouTube. Donc, on vous invite à aller voir les autres présentations qu'on a déjà faites. Donc, plusieurs sujets ont déjà été couverts. Donc, c'est ça, dans notre chaîne YouTube, vous aurez la possibilité d'aller voir les dernières présentations. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Réserver un appel. Donc, si vous avez de besoin d'un spécialiste, donc on est là pour vous accompagner. Donc, il y a plusieurs sujets qu'on peut couvrir. Je vous invite à aller soit cliquer sur le lien ou aller scanner le code QR et de vous réserver une période de temps avec le spécialiste que vous avez besoin pour les différents sujets à couvrir. Petite slide pour l'évaluation. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez nous donner un petit coup de pouce. L'idée est de comprendre si la session vous a été utile, d'améliorer notre format, d'améliorer nos pratiques, de comprendre comment que nous, on peut vous améliorer, de savoir aussi si vous avez des sujets en particulier que vous voudriez couvrir. Oui, effectivement, les liens sont supposés d'être cliquables. On le partage toujours, on met tout le temps des scans tout dépendamment si les gens n'ont pas l'opportunité, si les gens travaillent avec une tablette, un téléphone ou quoi que ce soit, ou sont en rediffusion, par exemple. Donc, c'est ça, si vous avez la possibilité de nous donner un petit peu de feedback de ce côté-là. On arrive dans la session foire aux questions. Donc, Sylvain, j'ai vu qu'il y avait un petit peu d'animation du côté du chat. Y a-t-il des questions particulières? Sylvain, m'a allé checker dans le chat. C'est ça, je crois pour l'instant, je ne vois pas de questions duquel on n'a pas été en mesure de répondre en ce moment. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Par contre, là, c'est le temps, là, il nous reste encore du temps, alors gênez-vous pas pour nous poser des questions. Je vois que les gens parlent de la calculatrice. Dans la prochaine session, au mois de mars, on va passer un exercice à travers le Azure Price Calculator. Y a-t-il quelqu'un qui oui, a partagé le lien, c'est parfait, c'est correct. Petit truc, évidemment, quand vous allez dans l'Azure Price Calculator, n'oubliez pas de vous mettre en devise canadienne. On se fait tous pogner, toute la gang. Donc, en bas à droite, complètement, il faut toujours switcher de américain à canadien. Ensuite, j'ai vu tantôt des
question par rapport au type d'instance, les DS et les E. Évidemment, on va couvrir ce sujet-là aussi à la prochaine présentation. Notre ligne de pensée est toujours dans le même sens. Effectivement, les séries DS, les dernières générations V5 sont sorties. Les V6 sont dispo en bêta et en upgrade, mais pas en achat direct. Avec les V6 s'en viennent pour le public. Mais oui, effectivement, les séries D sont pour les general purpose, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour les besoins typiques. Les séries E sont optimisées pour la RAM, donc on va y aller plus pour des serveurs SQL, Oracle, etc., qui ont besoin plus de RAM. AVD aussi, on va les voir une fois de temps en temps. La plupart du temps, les AVD sont plus RAM intensive, au contraire de CPU intensive. Donc, ça peut arriver, effectivement, qu'on va voir des AVD avec des séries E. Évidemment, je vous invite à aller choisir tout le temps les dernières générations. Les prix sont la plupart du temps généralisés, mais allez chercher toujours les dernières générations V5, dans le cas présent, qui sont disponibles. Ça ne vous donne pas grand-chose d'aller chercher des V4, V3. Bien souvent, comme je disais, les prix sont généralisés, mais à moins que vous ayez accès ou besoin d'une spécification particulière. Qui sont disponibles dans les anciennes générations. Aujourd'hui, c'est plus ou moins d'actualité. Ensuite, j'avais vu tantôt une question par rapport au prix. On n'est pas. C'est pas évident de dire combien va coûter AVD. On peut offrir une fourchette de prix entre 50 à 100 dollars par mois par usager selon la performance. Parce que la question, c'est combien ça coûte Azure? La réponse est toujours la même. Ça dépend, évidemment. Donc, ça dépend du nombre d'usagers qui vont splitter le prix. Ça dépend de la performance. Ça dépend de la quantité de données qu'on va entreposer, du trafic, malheureusement. Mais de dire entre 50 et 100 dollars par mois par usager pour la machine elle-même, pour la licence Business Premium et pour le backup, c'est pas gênant du tout. Donc, selon l'usage, selon la capacité, entre 50 et 100 dollars, c'est pas un souci. Oh, je viens de voir que le lien du formulaire n'avait pas été mis à jour pour les commentaires. On va aller corriger ça tout de suite pour que ça soit prêt là, pour la prochaine présentation. Fait qu'en gros, pour moi, ça fait pas mal le tour. Donc, merci tout le monde d'avoir été présent. Donc, on s'en donne un rendez-vous pour la prochaine présentation au mois de mars. Merci beaucoup. Au revoir.